Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil et en particulier des rêves et de la phase de sommeil paradoxal ainsi que la phase de sommeil profond pour l'apprentissage ou l'oubli de choses spécifiques. Alors, installez-vous confortablement et plongeons dans le monde du sommeil. Aujourd'hui, nous allons donc parler de rêves, comment apprendre pendant qu'on rêve ainsi que désapprendre pendant qu'on rêve, en particulier désapprendre des événements émotionnels difficiles. De très nombreuses personnes dans l'histoire ont essayé de donner un sens aux rêves de manière plus ou moins organisée, le plus connu étant bien sûr Sigmund Freud, qui a parlé des représentations symboliques dans les rêves. Une grande partie de ça a été démystifiée, mais il y a tout de même un intérêt à savoir ce que sont les symboles des rêves. Et c'est quelque chose dont nous allons parler plus en détail aujourd'hui, mais pas forcément des théories de Freud. Donc, pour vraiment penser aux rêves et à que faire avec eux et comment maximiser l'expérience des rêves dans le but d'apprendre ou de désapprendre des choses, la meilleure manière de faire est de regarder la physiologie du sommeil, aborder qu'est-ce que l'on sait concrètement à propos du sommeil. Tout d'abord, quand on commence à être fatigué, nous avons tendance à fermer les yeux. Et c'est parce qu'il y a un centre autonome dans le cerveau, certains neurones qui contrôlent la fermeture des paupières lorsque nous sommes fatigués. Et puis, nous transitionnons doucement vers le sommeil. Et le sommeil, peu importe sa durée, il est généralement découpé en des cycles de plus ou moins 90 minutes, ce que l'on appelle des rythmes ultradiens. Donc, au début de votre nuit de sommeil, ces cycles de 90 minutes ont tendance à être composés de sommeil léger et de sommeil lent, c'est-à-dire de sommeil profond. Et nous avons tendance à avoir moins de sommeil paradoxal en anglais qui se dit REM sleep pour Rapid Eye Movement Sleep, le sommeil avec des mouvements oculaires rapides. Pour chaque cycle de 90 minutes que nous avons pendant une nuit de sommeil, nous avons tendance à avoir de plus en plus de sommeil paradoxal plus la nuit avance, c'est-à-dire qu'une plus grande partie des cycles de 90 minutes est constituée de sommeil paradoxal et moins de sommeil profond au plus vous avancez dans votre nuit. Et ça reste vrai que vous vous réveillez ou pas au milieu de la nuit pour aller aux toilettes ou parce que votre sommeil est fragmenté. Au plus vous dormez, au plus vous allez avoir de sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal et le sommeil profond, ils ont des rôles distincts dans l'apprentissage et le désapprentissage de choses. Et ces deux phases de sommeil sont responsables de l'apprentissage et du désapprentissage de types d'informations différents et distincts. Et cela a d'énormes implications pour l'apprentissage de capacités motrices, pour le désapprentissage d'événements traumatisants ou pour traiter des événements émotionnels difficiles, mais aussi pour traiter des événements émotionnels agréables, bien entendu. Et comme nous allons le voir, il est possible d'utiliser ces activités de la journée pour avoir accès à plus de sommeil profond ou plus de sommeil paradoxal en fonction de votre besoin, qu'il soit émotionnel ou physique. Donc, c'est vraiment une partie remarquable de notre vie sur laquelle nous avons beaucoup plus de contrôle et d'impact que ce qu'on peut s'imaginer. Commençons tout d'abord par parler du sommeil profond. Le sommeil profond est caractérisé par un schéma particulier d'activité cérébrale dans lequel le cerveau est actif métaboliquement et où il y a ces grandes vagues d'activité qui englobent une grande partie du cerveau. Maintenant, la chose intéressante à propos du sommeil profond sont les neuromodulateurs qui ont tendance à lui être associés
Qui sont les plus actifs et les moins actifs pendant le sommeil profond? C'est ce que nous allons voir. Et voici pourquoi. Pour rappel, les neuromodulateurs sont ces substances chimiques qui agissent plutôt lentement. Leur rôle principal est de biaiser des circuits neuronaux particuliers pour qu'ils soient actifs ou bien inactifs. Et ils sont associés en conséquence avec certaines fonctionnalités cérébrales. Nous savons par exemple, juste pour rappel, que l'acétylcholine est un neuromodulateur qui a tendance à amplifier l'activité des circuits neuronaux associés avec la concentration et l'attention lorsqu'on est éveillé. La norépinéphrine est un neuromodulateur qui a tendance à amplifier l'activité des circuits neuronaux associés avec la vigilance et le désir de bouger. La sérotonine est quant à elle le neuromodulateur qui, lorsqu'il est libéré, a tendance à amplifier l'activité des circuits neuronaux dans le cerveau et dans le corps qui sont associés avec le bonheur et un désir de rester immobile. Et la dopamine est le neuromodulateur qui, lorsqu'il est libéré, a tendance à amplifier l'activité des circuits neuronaux dans le cerveau et dans le corps qui sont associés avec la poursuite d'objectifs, le plaisir et la récompense. Donc, quelque chose de très intéressant se produit pendant le sommeil profond. Il n'y a quasiment pas d'acétylcholine dans l'organisme. Et comme nous venons de le voir, l'acétylcholine est associée avec la concentration et l'attention. Vous pouvez donc penser au sommeil profond comme ces grandes vagues d'activité à travers le cerveau, avec une sorte de distorsion de l'espace et du temps, impliquant que vous n'êtes concentré sur rien en particulier. Maintenant, les molécules qui sont au contraire très actives durant le sommeil profond, pardon, sont la norépinéphrine, ce qui est, euh, ce qui est quelque peu surprenant finalement, car normalement, lorsque vous êtes éveillé, la norépinéphrine, elle est associée avec une vigilance accrue et un désir de bouger. Après, il n'y a pas non plus une tonne de norépinéphrine durant le sommeil profond, mais bon, elle est quand même là. Il y a donc vraisemblablement quelque chose qui se passe avec les circuits liés au mouvement pendant le sommeil profond. Et rappelez-vous, tout cela se déroule en majorité au début de votre nuit sur les premiers cycles de 90 minutes. Donc, pendant le sommeil profond, il n'y a pas d'acétylcholine, il y a très peu de norépinéphrine, mais il y en a tout de même. Et en revanche, il y a énormément de sérotonine. La sérotonine, qui est associée avec la sensation de bonheur, de bien-être et avec un faible désir pour le mouvement. Et pendant le sommeil, vous avez plutôt tendance à ne pas bouger. Maintenant, durant le sommeil profond, vous pouvez bouger, vous n'êtes pas paralysé, vous pouvez vous tourner d'un côté à l'autre. Et si une personne est somnolente et qu'elle se lève pour marcher durant son sommeil, par exemple, cela va typiquement se produire pendant cette phase de sommeil profond, plutôt que pendant le sommeil paradoxal, par exemple. Et ce que les études ont montré au travers d'expériences un peu sadiques, où les participants sont privés spécifiquement de sommeil profond, et cela peut être réalisé en les réveillant dès que les données montrent qu'ils entrent dans une phase de sommeil profond, ou bien en altérant chimiquement leur sommeil afin de les biaiser, pour qu'il n'ait pas de sommeil profond. Ce que les études démontrent est que l'apprentissage moteur se produit en général pendant le sommeil profond, pendant cette phase de sommeil profond. Disons, par exemple, que l'après-midi avant de dormir, vous étiez en train d'apprendre des nouveaux pas de danse ou une autre habileté motrice, hein, qu'elle soit fine, c'est-à-dire qui concerne un seul groupe de muscles, par exemple, ou bien qu'elle soit plus globale. Ce genre d'apprentissage, ça peut être, par exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique. L'apprentissage de ces compétences se déroule majoritairement durant la phase de sommeil profond, donc au début de la nuit. Au début de la nuit. De plus, le sommeil profond est très important pour l'apprentissage d'informations détaillées. Donc, nous pouvons voir le sommeil profond comme important pour l'apprentissage de compétences motrices et aussi pour l'apprentissage de détails spécifiques concernant des événements spécifiques. Et il s'avère que c'est fondamentalement important car désormais nous savons que le sommeil profond intervient majoritairement
dans la première partie de la nuit et l'apprentissage de compétences motrices intervient dans la première partie de la nuit, ainsi que l'apprentissage de détails qui intervient dans cette première partie de la nuit. Continuons notre discussion sur les différentes phases du sommeil en parlant maintenant du sommeil paradoxal. Comme nous l'avons vu, le sommeil paradoxal est présent pendant toute la nuit, mais vous allez en avoir plus, c'est-à-dire qu'il y aura un plus grand pourcentage de sommeil paradoxal sur les cycles de 90 minutes, au plus vous vous rapprochez du matin et de votre réveil. Le sommeil paradoxal est fascinant. Il fut découvert dans les années 50 dans un laboratoire du sommeil à Chicago, dans lequel les chercheurs ils ont constaté que les yeux des personnes bougeaient sous les paupières, d'où le nom de Rapid Eye Movement en anglais, qui peut se traduire comme mouvement oculaire rapide, comme je l'ai dit. Une chose très importante que nous allons aborder quand nous parlerons des traumatismes un peu plus tard dans cet épisode, est que les mouvements oculaires ne sont pas juste de droite à gauche, ils ne sont pas juste d'un côté à l'autre, ils sont très erratiques dans toutes les directions. Ce qu'on pourrait légitimement se demander, c'est pourquoi les yeux bougent sous les paupières durant le sommeil. Car les yeux, vous le savez, sont fermés pendant le sommeil. Certaines personnes ont les paupières légèrement ouvertes et, leurs yeux se précipitent un peu dans tous les sens. Par exemple, chez les enfants, et bien sûr, je ne vous recommande pas du tout de faire l'expérience, mais il y a des chercheurs qui l'ont déjà fait, probablement à une époque où les questions d'éthique, elles étaient un peu moins sur le devant de la scène qu'aujourd'hui. Mais les chercheurs, ils ont ouvert les paupières d'enfants qui étaient en train de dormir pour constater que leurs yeux bougeaient justement dans tous les sens. C'est assez troublant de voir ça, je pense, donc n'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Le sommeil paradoxal, il est fascinant et il se produit car il y a des connexions entre le tronc cérébral, hein, une zone nommée le pont ou le pont de Varol, et cette connexion elle s'établit avec des aires du thalamus et du haut du tronc cérébral qui sont impliqués dans la génération de mouvements dans différentes directions. Bien que parfois, pendant le sommeil paradoxal, les mouvements ne sont pas simplement rapides, ce sont plutôt des mouvements nerveux d'un côté à l'autre, puis les yeux roulent, etc., hein, c'est assez effrayant à regarder, comme je vous le disais. Donc, ce qui se passe est que les circuits qui sont impliqués dans le mouvement oculaire conscient partent un peu en vrille, entre guillemets, pendant cette phase du sommeil. Mais ça ne part pas vraiment en vrille. C'est plutôt que ces vagues d'activité partant du tronc cérébral et arrivant au thalamus, qui est une aire qui filtre les informations sensorielles et qui les envoie ensuite au cortex. Le cortex, il est bien sûr impliqué dans les perceptions conscientes. Durant le sommeil paradoxal, la sérotonine, elle est pratiquement absente de votre organisme. Donc, cette molécule, ce neuromodulateur qui a tendance à créer les sensations de bonheur et de bien-être et qui donne envie de rester calme et placide, elle est absente pendant le sommeil paradoxal. En plus de ça, la norépinéphrine, cette molécule, ce neuromodulateur qui est impliqué dans le mouvement et la vigilance, lui, il est complètement absent. C'est probablement l'un des très rares moments de votre vie et dans votre vie où l'activité de l'épinéphrine et de la norépinéphrine est pratiquement nulle dans votre organisme. Cela implique de nombreuses choses concernant les types de rêves qui peuvent se produire durant la phase de sommeil paradoxal et les types d'apprentissage qui peuvent aussi se produire pendant le sommeil paradoxal, tout comme hein, pour le désapprentissage. Tout d'abord, vous êtes paralysé pendant le sommeil paradoxal. Vous expérimentez ce que l'on appelle l'atonie, ce qui signifie simplement que vous êtes complètement étendu et paralysé. Vous avez aussi tendance à vivre la chose dont vous êtes en train de rêver comme une sorte d'hallucination ou comme une activité hallucinatoire. Donc, pendant le sommeil paradoxal, vos yeux bougent, mais le reste de votre corps est paralysé et en plus, vous hallucinez. Il n'y a pas d'épinéphrine ni de norépinéphrine de présente dans votre organisme.
L'épinéphrine et la norépinéphrine ne créent pas seulement un désir de mouvement et ne renforcent pas seulement la vigilance, ce sont également la signature chimique de la peur et de l'anxiété. C'est ce qui est libéré par vos glandes surrénales lorsque vous expérimentez quelque chose qui est apeurant ou bien alarmant. Donc, si par exemple une voiture pile juste devant vous ou que vous recevez un message troublant de la part d'un proche, l'adrénaline est libérée dans votre organisme. À noter que l'adrénaline et l'épinéphrine sont la même chose, ce sont des molécules équivalentes. C'est juste qu'il y en a une qui est libérée dans le cerveau, l'épinéphrine, l'autre qui est libérée dans le corps, l'adrénaline. Et l'épinéphrine n'est pas seulement libérée depuis vos glandes surrénales, elle est aussi libérée dans votre cerveau, comme je vous l'ai dit. Il y a donc ce moment étrange dans votre vie qui se produit plus vers la fin de votre nuit, qu'on appelle le sommeil paradoxal, et pendant lequel vous êtes en train d'halluciner et d'avoir des expériences surréalistes dans votre esprit. Mais la substance chimique associée avec la peur, la panique et l'anxiété ne vous est pas accessible. Et il s'avère que c'est un point très important. Et vous pouvez deviner pourquoi c'est important. C'est important car ça vous permet d'expérimenter des choses, à la fois de revivre des choses qui se sont produites dans votre vie et aussi tout un tas de choses qui ne se sont jamais produites. Et ça vous permet de vivre ces choses-là en l'absence de peur et d'anxiété. Vous avez donc cette superbe période de sommeil dans laquelle votre expérience d'événements chargés émotionnellement est dissociée, elle est bloquée chimiquement, vous empêchant de ressentir les vraies émotions. Donc, pour récapituler rapidement ce que nous avons vu pour le moment, le sommeil profond se produit en majorité dans la première partie de votre nuit. Cette phase du sommeil est importante pour l'apprentissage de compétences motrices et pour l'apprentissage d'informations détaillées. Le sommeil paradoxal, quant à lui, a une composante onirique pendant laquelle il n'y a aucune épinéphrine vous empêchant de ressentir la peur ou l'anxiété. Vous êtes paralysé dans cette phase de sommeil. Les rêves que vous faites ont tendance à être très intenses, avec beaucoup de détails. Vous avez tendance à faire plus de sommeil paradoxal en fin de nuit qu'en début de nuit. Et pourtant, ce qui est très clair avec le sommeil paradoxal, et que le type d'apprentissage qui se produit durant cette phase de sommeil ne concerne pas la motricité, c'est plutôt le désapprentissage d'événements émotionnels. Et vous savez maintenant pourquoi. C'est parce que les substances chimiques disponibles pour vraiment ressentir ces émotions ne sont pas présentes lors du sommeil paradoxal. Et cela implique des choses très importantes. Abordons ce que ça implique de deux points de vue. Premièrement, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il va arriver si vous n'avez pas assez de sommeil paradoxal. Et un scénario qui se produit souvent et qui implique qu'un individu n'a pas assez de sommeil paradoxal est le suivant. Vous vous couchez à votre horaire habituel, disons 22h, 22h30, vous vous endormez très facilement, puis vous vous réveillez vers 3, 4 heures du matin et vous n'arrivez plus à vous rendormir. Vous pouvez essayer, par exemple, de faire un protocole de NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Il y en a un disponible sur la chaîne YouTube dans la playlist Format court ou sur les autres plateformes d'écoute dans l'émission nommée Format court du 6 podcast des 4 piliers, où vous pouvez facilement en trouver ailleurs également. Le NSDR est un outil très puissant pour vous aider dans ce genre de situation. Et encore une fois, c'est plus ou moins efficace selon les personnes, mais tant que vous ne l'aurez pas testé, vous ne pourrez pas savoir si ça fonctionne pour vous. Si c'est le cas, cela vous permettra de vous rendormir jusqu'à, disons, 6-7 heures au moment où vous devez vous lever pour aller au travail en général. Et cela vous permettra par conséquent d'avoir du sommeil paradoxal grâce à ses effets relaxants. Et pour savoir si vous avez du sommeil paradoxal, vous pouvez vous fier à si vous avez le souvenir d'avoir fait des rêves, par exemple. Dans ce scénario, vous avez eu votre sommeil profond tôt dans la nuit et vous avez eu votre sommeil paradoxal vers la fin parce que vous avez réussi à vous rendormir.
Cependant, il y a des nuits où vous ne vous rendormez pas, par exemple parce que vous avez un vol à prendre ou tout simplement parce que vous n'arrivez pas à faire taire vos pensées, ce qui vous empêche de vous endormir. Et nous l'avons tous probablement déjà vécu, bien qu'on n'y ait pas pensé de cette manière, mais un manque de sommeil, et en particulier un manque de sommeil paradoxal, il a tendance à nous rendre plus susceptibles émotionnellement, plus irritables émotionnellement. Cela a tendance à nous faire penser que les petites choses sont les grandes choses. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir lu des études ou écouté des podcasts pour s'en être rendu compte quand vous avez passé une mauvaise nuit de sommeil. C'est très clair, grâce cependant à des études faites en laboratoire où les participants ils ont été spécifiquement privés de sommeil paradoxal que notre émotivité a tendance à être un peu déséquilibrée et nous avons tendance à dramatiser les petites choses. Nous avons tendance à penser que le monde est intimidant, que nous n'allons jamais réussir à avancer comme on le souhaite. Nous sommes incapables de désapprendre les éléments émotionnels des choses qui se sont déroulées dans les derniers jours, même si ça n'est pas quelque chose de traumatisant, à cause d'un manque de sommeil paradoxal. Une autre chose qui se produit pendant le sommeil paradoxal est la rediffusion de certains types d'informations spatiales concernant où vous vous trouviez et pourquoi vous vous trouviez là à un certain moment de votre vie. Et cela correspond à de belles données et de belles études initiées notamment au MIT par Matt Wilson, montrant que les rongeurs, que chez les rongeurs, mais aussi chez les primates et donc chez les hommes, qu'il y a une rediffusion d'informations spatiales pendant le sommeil paradoxal qui correspond presque identiquement à l'activité cérébrale que vous avez vécue pendant la journée, tandis que vous bougiez d'un endroit à l'autre. Voici un exemple dans la vie de tous les jours. Vous vous rendez dans un nouveau lieu, vous naviguez dans cet environnement. Ça n'a pas besoin de faire la taille d'une ville, hein, ça peut être un nouveau bâtiment, découvrir de nouvelles pièces dans ce nouveau bâtiment ou dans le bâtiment dans lequel vous travaillez, etc. Une nouvelle interaction sociale, bref, ça peut être plein de nouvelles choses. Vous vivez cela et si c'est assez important, ça se solidifie quelques jours plus tard et vous ne l'oublierez pas. Si en revanche ça n'a pas d'importance pour vous, vous allez très probablement l'oublier, pas la peine de s'encombrer la mémoire avec des choses qui ne sont pas pertinentes. Pendant la phase de sommeil paradoxal, il y a littéralement une rediffusion reprenant exactement le même schéma de déclenchement des neurones qui s'est produit lorsque vous étiez en train de naviguer dans ce nouvel environnement, plutôt dans votre journée. Donc, le sommeil paradoxal, il semble impliqué dans la génération de ces informations spatiales détaillées. Et on pourrait alors se demander ce qui se passe réellement durant le sommeil paradoxal. Il y a ce découplage émotionnel, mais ce qui se produit surtout pendant le sommeil paradoxal est que vous formez une relation avec des règles ou des algorithmes particuliers. Vous commencez à comprendre, à déterminer grâce à toutes les expériences que vous avez vécues pendant la journée, s'il est important ou non que vous évitiez par exemple certaines personnes ou que vous approchiez certaines personnes, s'il est important ou non que vous preniez l'ascenseur, puis que vous tourniez à gauche vers les toilettes, par exemple, quand vous entrez dans un certain bâtiment, ce genre de thèmes généraux de choses et de lieux et comment tout cela s'agence ensemble. Et cela possède un nom, ça s'appelle le sens. Pendant votre journée, vous vivez un tas de choses. Le sens est comment chacun d'entre nous, individuellement, relie la pertinence d'une chose à l'autre. Donc, si je vous disais là maintenant que le stylo avec lequel je prends des notes télécharge toutes les informations dans mon cerveau pour que je puisse les délivrer le plus vite possible au monde entier, vous me prendriez certainement pour quelqu'un d'étrange car nous ne voyons pas les stylos comme des objets pouvant télécharger des informations dans notre cerveau. Maintenant, si je vous disais que je récupérais de l'information grâce à mon ordinateur et que cela me permettait de vous transmettre du savoir, vous penserez que c'est tout à fait raisonnable.
Et c'est parce que vous avez une association claire et convenue entre les ordinateurs, l'information et la mémoire, association que vous n'avez pas avec les stylos. Vous vous dites peut-être, sans blague, merci Baptiste, tu ne m'apprends rien, mais il y a quelque chose dans le cerveau humain qui a besoin de solidifier ces associations et d'être sûr que certaines associations existent et que d'autres n'existent pas. Et il s'avère que le sommeil paradoxal est important de ce point de vue-là, car quand vous privez des individus de sommeil paradoxal, ils commencent à avoir des associations bizarres. Et nous savons que si des personnes sont privées de sommeil paradoxal sur une longue période, elles vont commencer carrément à halluciner. Elles commencent littéralement à avoir des relations et des mouvements d'objets dans le monde réel alors qu'ils ne se produisent pas. Et le sommeil paradoxal est donc le moment où vous établissez la charge émotionnelle, mais aussi là où vous commencez à jeter tous les sens qui ne sont pas pertinents. Et si vous pensez à l'émotivité, une grande partie de l'hyper-émotivité ou du fait de dramatiser les choses est liée au fait d'avoir l'impression de voir des problèmes de partout. C'est très important pour avoir des fonctionnements émotionnels et cognitifs sains que vous ayez des canaux assez courts et étroits entre chaque chose individuelle, reliant chaque chose. Si vous voyez quelque chose à la télé qui est très troublant, eh bien, ça fait sens d'être troublé. Mais si vous êtes troublé par tout et que vous commencez à dire que tout vous ennuie et que vous êtes très irritable et susceptible ou que tout vous trouble, eh bien, il y a des chances que vous ne soyez pas en train d'enlever le sens activement, la connectivité entre les expériences de la vie aussi bien que vous le pouvez. Et ça, presque toujours avec un déficit de sommeil paradoxal. C'est toujours associé avec ça. Donc, le sommeil paradoxal semble être le moment où vous découplez le potentiel d'émotivité entre différentes expériences. Et cela nous amène à la relation fondamentale et à la similitude du sommeil paradoxal avec certaines pratiques qui ont été conçues pour éliminer l'émotivité et pour aider avec les traumatismes et avec les autres expériences troublantes. Certaines ou certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de traitements des traumatismes comme l'EMDR pour Eye Movement Desensitization Reprocessing ou bien des traitements à base de kétamine pour les traumatismes. C'est quelque chose qui est devenu légal récemment et qui est souvent utilisé en laboratoire. Il est intéressant de noter que l'EMDR et la kétamine, à un niveau fondamental, présentent des caractéristiques très similaires avec le sommeil paradoxal. Parlons de l'EMDR en premier. L'EMDR, donc, pour Eye Movement Desensitization Reprocessing, qu'on peut traduire par désensibilisation et retraitement par mouvement oculaire, est une thérapie développée par une psychologue, Francine Shapiro. Et l'histoire raconte qu'elle était en train de marcher sans trop y prêter attention dans les forêts derrière Stanford, et elle était en train de se remémorer d'un événement troublant dans sa tête, quelque chose qui lui est arrivé, quelque chose qu'elle a vécu. Et elle a réalisé en marchant que la charge émotionnelle de cette expérience n'était pas aussi intense, pas aussi sévère qu'auparavant. Elle a ensuite extrapolé à partir de cette expérience de marche pendant laquelle elle ne s'est pas sentie aussi stressée que ça à propos de l'événement stressant qu'elle s'était remémoré, et elle a mis en place une pratique qu'elle a utilisée avec ses clients, avec ses patients, et qui s'est maintenant bien répandue. C'est même l'un des rares traitements comportementaux ou l'une des rares thérapies comportementales qui est approuvée par l'Association américaine de psychologie pour le traitement des traumatismes. Ce qu'elle faisait avec ses patients est qu'elle leur faisait bouger leurs yeux d'un côté à l'autre pendant qu'ils étaient en train de raconter un certain événement troublant ou traumatisant. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi faire bouger les yeux?
Eh bien, elle n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il fallait faire bouger les yeux, mais nous allons voir dans quelques instants pourquoi la décision de sélectionner ces mouvements oculaires latéralisés pour le travail de thérapie était la bonne décision à prendre. Donc, ces mouvements oculaires, ils paraissent un peu stupides, un peu idiots, mais ils impliquent grosso modo de s'asseoir sur une chaise et de bouger ses yeux d'un côté à l'autre pendant 30 à 60 secondes, puis de décrire l'événement troublant ou traumatisant que la personne a vécu. Et au début, quand le MDR est arrivé sur le devant de la scène, quand on a commencé à en parler, bon nombre de scientifiques, ils ont pensé que c'était un peu de la folie. Et beaucoup de théories tentaient d'expliquer pourquoi le MDR semblait pourtant marcher. Une théorie, par exemple, avançait que c'était parce que cette thérapie, elle imitait le mouvement oculaire qui se produisait et qui se produit pendant le sommeil paradoxal. Mais il s'avère que ça n'est pas vrai et nous verrons pourquoi. Nous avons déjà expliqué pourquoi. Ah, c'est une petite idée parce que les mouvements oculaires, comme on l'a dit, pendant la phase de sommeil paradoxal, ils sont erratiques dans tous les sens, il n'y a pas de schéma précis. Contrairement justement à cette thérapie, c'est ce que nous allons voir. Une autre théorie était que cette thérapie permettait de synchroniser l'activité entre les deux hémisphères du cerveau et que quand vous regardez des deux côtés du champ binoculaire, vous activez le cortex visuel, blablabla. Mais cette idée de synchronisation entre les deux hémisphères du cerveau est quelque chose dont la neuroscience moderne est en train de s'éloigner, ainsi que cette idée de cerveau droit ou de cerveau gauche. Il s'avère néanmoins que les mouvements oculaires dont nous avons parlé avec la pratique de Francine Shapiro, qu'elle a utilisée avec ses patients après son expérience lors de sa balade en forêt, sont le type de mouvement que vous générez lorsque vous bougez dans l'espace, lorsque vous générez vous-même les mouvements. Donc, pas tant, par exemple, quand vous conduisez une voiture, mais plus quand vous faites du vélo ou quand vous marchez ou quand vous courez, etc. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez les mouvements oculaires réflexifs et inconscients qui vont d'un côté à l'autre et qui sont associés avec le système moteur. Donc, quand vous avancez, vos yeux, ils vont de droite à gauche et de gauche à droite, sans que vous ne vous en rendiez compte. Il y a eu un bon nombre d'études montrant que ces mouvements oculaires latéralisés aidaient les personnes à surmonter ou à dissocier l'expérience émotionnelle de traumatismes particuliers avec ces expériences, à tel point qu'elles pouvaient se rappeler de ces expériences après les thérapies et ne plus se sentir stressées à leur sujet, ou elles ne considéraient plus ces expériences comme traumatisantes. Bien sûr, le taux de réussite n'était pas de 100% dans ces études, mais il était statistiquement significatif dans beaucoup d'entre elles. Dans les 5-6 dernières années, il y a eu pas moins de 5 journaux et papiers montrant que les mouvements latéralisés oculaires du même type que ceux qu'on a décrits, donc c'est-à-dire de droite à gauche, voilà, donc d'un côté à l'autre avec les yeux ouverts, et bien que ce type de mouvement oculaire, mais pas pour des mouvements verticaux, hein, pas pour des mouvements de haut en bas, ce type de mouvement oculaire, donc d'un côté à l'autre, de droite à gauche, supprime l'activité de l'amygdale, qui est cette zone du cerveau qui est impliquée dans la détection de menaces, le stress, l'anxiété et la peur. Il y a certains types de peur qui ne dépendent pas de l'amygdale, mais bien que l'amygdale ne soit pas un centre de la peur, c'est très important pour la réaction de peur et pour l'expérience de l'anxiété. C'est donc intéressant. Nous avons un outil maintenant qui, en effet, montre un grand nombre de succès chez un grand nombre de patients, où des mouvements oculaires d'un côté à l'autre suppriment l'activité de l'amygdale, et le thème général est d'utiliser ces mouvements oculaires pour supprimer la réaction de peur et ensuite raconter ou répéter l'expérience avec le temps avec le temps, pardon, réussir à découpler la lourde charge émotionnelle, la tristesse, la dépression, l'anxiété, la peur, avec peu importe ce qui s'est produit et qui était traumatisant. Et cette thérapie, du coup, quand on en revient à la discussion qu'on a eue sur le sommeil paradoxal, eh bien, ça a l'air de jouer le même rôle que ce sommeil paradoxal, puisque vous arrivez à supprimer la réaction de peur, tout comme pendant la phase de sommeil paradoxal, vous n'avez pas les neuromodulateurs qui sont associés justement avec la peur.
Et donc c'est en grande partie pour ça, que ça marche. C'est une chose importante à comprendre car, beaucoup de personnes aimeraient pouvoir simplement dire à quelqu'un qui a vécu une expérience traumatisante qu'ils vont éventuellement réussir à oublier cette expérience. Mais la vérité est que vous n'oubliez jamais une expérience traumatisante. Ce que vous faites, c'est de supprimer la charge émotionnelle rattachée à cette expérience. Au bout d'un moment, cet événement, il commence à perdre en puissance. La puissance émotionnelle de cet événement est atténuée. Maintenant, mentionnons que le MDR a tendance à être plus efficace et à mieux réussir pour un seul événement et pour des traumatismes très spécifiques qui se produisent encore et encore, comparé avec, disons, une enfance entière ou un divorce entier. Le MDR a tendance à être plus efficace pour des événements uniques comme un accident de voiture, un attentat, etc., où les personnes peuvent vraiment se remémorer les événements avec beaucoup de détails, malheureusement. Cette thérapie n'est pas faite pour tout le monde, elle va être appliquée pour les traumatismes et elle doit bien évidemment être réalisée avec des professionnels. Et tout ceci présente de nombreuses similitudes avec le sommeil paradoxal, comme je vous le disais. Cette expérience dans votre sommeil, hein, où les yeux bougent, bien que ce soit d'une manière différente, mais vous n'avez pas la substance chimique, comme je l'évoquais, l'épinéphrine, capable de générer une réaction de peur. Et pourtant, faut vous remémorer les événements ou des derniers jours. Et maintenant, il y a ce traitement chimique avec le médicament de kétamine qui présente aussi une très forte ressemblance avec le type de choses qui se produisent pendant la phase de sommeil paradoxal. La kétamine est un anesthésique dissociatif. Elle est remarquablement similaire à la drogue nommée PCP, qui est certainement une drogue dangereuse pour n'importe qui à utiliser et à éviter comme la peste. La kétamine et la PCP fonctionnent toutes les deux en perturbant l'activité d'un récepteur particulier dans le cerveau qu'on appelle les récepteurs NMDA pour N-méthyl-D-aspartate. Ce sont des récepteurs qui se situent à la surface des neurones et qui ne sont pas actifs la plupart du temps. Mais quand quelque chose de vraiment extrême se produit et qu'il y a beaucoup d'activité dans les canaux neuronaux qui affectent ces récepteurs, alors il s'ouvre et il autorise l'entrée de molécules d'ions qui déclenchent un processus cellulaire qu'on appelle la potentiation à long terme. Et la potentiation à long terme se traduit par un changement dans la connectivité pour que plus tard, vous n'ayez pas besoin de cet événement intense pour que les neurones deviennent de nouveau actifs. La kétamine, elle bloque ces récepteurs NMDA. Donc, voyons comment la kétamine, elle peut être utilisée. La kétamine, elle est utilisée pour empêcher l'apprentissage d'émotions très rapidement après un traumatisme, par exemple. La kétamine, elle est stockée dans des salles, notamment aux urgences, où si les personnes y sont amenées assez vite, et c'est dur à décrire, hein, mais si ces personnes viennent de vivre une expérience horrible, comme par exemple voir un être cher tué à côté d'elles dans un accident de voiture alors qu'elle conduisait le véhicule, eh bien, voilà, enfin, ça ne marche pas pour tout le monde. Et il est nécessaire d'en parler avec un médecin, mais la kétamine, elle est utilisée dans ces cas-là et elle est injectée dans le patient pour que ces émotions, qui peuvent toujours se produire, mais la plasticité, hein, le changement dans le câblage de leur cerveau, ne va pas permettre à ces émotions intenses d'être rattachées avec l'expérience. Maintenant, vous pouvez bien sûr penser aux implications éthiques, hein, de cette manière de procéder, car certaines émotions ont besoin d'être rattachées avec les expériences. Mais dans un contexte clinique, la base des thérapies assistées par la kétamine est de vraiment enlever, de supprimer l'émotion. La kétamine provoque une dissociation ou un retrait par rapport aux composants émotionnels de l'expérience. Comme nous l'avons dit, vous ne pouvez jamais oublier une expérience traumatisante, mais vous pouvez en oublier les émotions. Vous pouvez dissocier les émotions de cette expérience-là. Nous avons maintenant la kétamine qui bloque chimiquement la plasticité et qui empêche d'établir la connexion entre une émotion et une expérience.
Elle constitue une intervention pharmacologique. Nous avons le MDR, qui concerne les mouvements oculaires et qui est conçu pour supprimer l'activité de l'amygdale et qui est conçu pour retirer l'émotivité pendant qu'une personne se remémore une expérience troublante ou traumatisante. Et enfin, nous avons la phase de sommeil paradoxal, pendant laquelle le neurotransmetteur qu'on appelle l'épinéphrine, qui permet le signalement d'émotions intenses et l'expérience d'émotions intenses dans le cerveau et le corps, est absent. Donc, nous commençons à voir une certaine logique organisationnelle se mettre en place, qui est qu'un certain composant de notre vie nocturne agit comme une sorte de thérapie. Et c'est vraiment ce qu'est le sommeil paradoxal. Donc, nous devons vraiment penser au sommeil paradoxal et au sommeil profond comme étant deux phases critiques du sommeil. Le sommeil profond pour l'apprentissage moteur et pour l'apprentissage de choses détaillées. Le sommeil paradoxal pour attacher des émotions avec des expériences et pour être sûr de ne pas attacher les mauvaises émotions avec les mauvaises expériences et pour désapprendre des réactions ou des réponses émotionnelles si elles sont trop intenses ou trop sévères. Et cela témoigne de l'importance majeure de maximiser ou d'optimiser son sommeil, quelque chose dont nous parlons souvent dans les épisodes du podcast et dans les formats courts, que si la vie a des événements perturbants, que ce soit lié avec le voyage, le stress, le changement d'établissement scolaire ou de lieu de travail, le changement d'horaire des repas, etc., que vous pouvez continuer à bien gérer votre vie nocturne, car fondamentalement, le désapprentissage d'émotions qui vous troublent est ce qui vous permet d'avancer dans la vie. Et en effet, les études dans lesquelles les participants étaient privés de sommeil montrent que les participants devenaient plus hyper émotifs, ils commençaient à dramatiser bien plus les choses. Et par conséquent, ça n'est pas une surprise si les troubles du sommeil sont souvent corrélés avec tant de troubles émotionnels et psychologiques. Cela devrait être clair à présent de pourquoi c'est le cas. Une autre chose intéressante concerne la ménopause. En effet, une grande partie des effets émotionnels de la ménopause ne sont en fait pas directement liés avec les hormones. Il y a eu des études montrant que les perturbations de température lors de la ménopause concernent des changements dans la régulation du sommeil qui impactent ensuite l'émotivité et provoquent une incapacité à correctement ajuster les circuits neuronaux associés avec l'émotivité. Donc, une privation ou un manque de sommeil n'implique pas seulement une privation ou un manque d'énergie, de fonctionnement immunitaire, c'est la privation ou le manque d'une thérapie auto-induite à chaque fois que vous allez dormir. Donc, ces thérapies comme le MDR ou avec la kétamine sont des thérapies qui se font avec un professionnel et dans des lieux spécifiques, dans un cadre encadré, voilà, avec un cadre. Mais le sommeil paradoxal, c'est la thérapie que vous vous donnez chaque nuit lorsque vous allez dormir, ce qui pose une autre question importante qui est comment avoir et comment savoir si vous avez eu la quantité suffisante de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Il s'avère que pour ce qui est de l'apprentissage de nouvelles informations, limiter les variations dans la quantité de sommeil que vous avez est au moins aussi important et peut-être même plus important que de simplement plus dormir que d'habitude. Et je trouve ça très rassurant de me dire qu'en dormant de manière régulière entre 7h40 et 8h10 par nuit, eh bien, cela va être plus bénéfique pour moi que d'essayer d'avoir 8h30 ou 9 heures par nuit et de me rendre compte que certaines nuits, je ne dors que 5 heures et d'autres nuits, je dors 10 heures et donc que je ne suis pas du tout régulier. Idéalement, vous obtenez le super combo du sommeil profond tôt dans la nuit et du sommeil paradoxal tard dans la nuit, ce qui nous amène à comment obtenir plus de sommeil paradoxal. Eh bien, pour cela, il y a plusieurs manières différentes de procéder. Mais voici comment ne pas obtenir plus de sommeil paradoxal. Premièrement, buvez beaucoup de fluides juste avant d'aller vous coucher.
Une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à nous réveiller au milieu de la nuit pour aller aux toilettes est parce que quand notre vessie est pleine, il y a une connexion neuronale, c'est-à-dire qu'il y a littéralement un ensemble de neurones et un circuit neuronal qui va jusqu'au cerveau et jusqu'au tronc cérébral et qui nous réveille. Donc, avoir une vessie pleine est une manière de perturber votre sommeil. Une autre chose est le tryptophane ou quoi que ce soit d'autre qui contienne le 5-HTP pour le 5-hydroxytryptophane, on va y arriver, hein, le 5-hydroxytryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Cette dernière est faite à partir de tryptophane. Pour certaines personnes, ces compléments alimentaires peuvent fonctionner, mais sachez simplement que des compléments alimentaires de sérotonine peuvent perturber le timing du sommeil profond et le timing du sommeil paradoxal. Maintenant, si vous voulez augmenter la quantité de sommeil profond que vous obtenez, c'est intéressant et il y a des choses possibles à faire. Une des choses les plus efficaces pour augmenter la quantité de sommeil profond, le tout sans perturber les autres phases du sommeil et de l'apprentissage, est de faire de la résistance, c'est-à-dire aller à la salle ou faire de la calisthénie. En gros, travailler vos muscles, ne pas aller courir, mais faire voilà, des pompes ou des exercices à la salle de sport. Il est plutôt clair que la résistance déclenche un bon nombre de voies métaboliques et endocriniennes qui provoquent la libération de l'hormone de croissance, libération qui se produit tôt dans la nuit et par conséquent, la résistance peut impliquer un pourcentage plus élevé de sommeil profond. Vos entraînements n'ont pas besoin d'être réalisés proche de votre heure de coucher et même chez certaines personnes, faire du sport le soir peut perturber plus qu'aider leur sommeil. Donc faites attention à ça. Mais la résistance, contrairement à des exercices aérobies, semble augmenter la quantité de sommeil profond qui, comme vous le savez désormais, est impliqué dans l'apprentissage moteur et dans l'apprentissage d'informations détaillées, pas des règles générales ou le contenu émotionnel des expériences. L'alcool et la marijuana sont deux substances bien connues pour induire des états qui sont du pseudo-sommeil, en particulier lorsque vous vous endormez après avoir consommé de l'alcool ou du THC, qui est un des composés actifs de la marijuana. L'alcool et le THC, et la plupart des choses dans ce genre, c'est-à-dire des choses qui font augmenter la libération de sérotonine ou de GABA, vont inévitablement perturber le sommeil. Ils vont perturber la profondeur, le séquençage global de plus de sommeil profond plus tôt dans la nuit et de plus de sommeil paradoxal plus tard dans la nuit. C'est juste la réalité en fait. Maintenant, si c'est ce dont vous avez besoin pour dormir et que ça fait partie de votre protocole, ok. Je ne suis ni médecin, ni un policier, donc je ne prescris ni n'interdis rien. Chacun fait ce qu'il veut en toute âme et conscience. Je vous informe simplement de ce que dit la littérature. Pour conclure, nous avons fait un plongeon dans le monde du sommeil et des rêves, dans l'apprentissage et le désapprentissage. Nous allons rapidement revoir les choses importantes à retenir de la discussion du jour. Et je vous promets, ça ne sera pas très long. Tout d'abord, vous avez beaucoup plus de sommeil profond que de sommeil paradoxal au début de votre nuit. Ensuite, vous avez plus de sommeil paradoxal que de sommeil profond plus tard dans votre nuit. Le sommeil paradoxal est associé avec des expériences intenses sans la présence de l'épinéphrine qui en temps normal vous permet d'être anxieux, stressé ou d'avoir peur, ce qui joue le rôle important dans le découplage des émotions de l'expérience. Le sommeil paradoxal joue en quelque sorte le rôle d'une thérapie auto-induite chaque nuit. Cela présente des ressemblances remarquables avec des thérapies comme l'EMDR et celles à base de kétamine, etc. Le sommeil profond est quant à lui critique pour l'apprentissage moteur, par exemple jouer d'un instrument de musique, apprendre des pas de danse, comme on l'a dit, et pour l'apprentissage d'informations détaillées, par exemple, je ne sais pas, apprendre le nom et le numéro de chaque département français. Voilà, pourquoi pas. Donc, le sommeil paradoxal concerne plutôt les émotions, les thèmes généraux et le sens,
tandis que le sommeil profond concerne plutôt la motricité et les détails. De plus, la régularité de votre sommeil, c'est-à-dire que dormir 7 heures toutes les nuits est mieux que de dormir un coup 10 heures, un coup 8, un coup 5. La régularité est plus importante que la quantité, à condition que vous dormiez tout de même au moins 6 heures par nuit. Et puis, vous avez plus de contrôle en faisant ça qu'en essayant de dormir à tout prix 9 ou 10 heures et de ne pas y arriver. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de partager l'épisode et la chaîne. Et puis, si vous êtes sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à noter, à mettre des commentaires aussi, à donner votre avis, etc. Et puis, c'est toujours important pour le référencement et la visibilité pour que ce podcast soit diffusé au plus de personnes possible. Et puis voilà, sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à noter le podcast aussi. Ça aide également au référencement, à la visibilité. Donc merci pour votre soutien, merci à ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui le feront. Et puis, comme toujours, eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre intérêt dans la science et dans la santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, mardi à 18 h. Pour également de nouveaux formats courts, il y en aura 2 donc cette semaine et puis il y en aura 2 la semaine prochaine, le jeudi et le samedi à 18 h comme toujours. Et puis sur ce, bien évidemment, je vous souhaite une excellente journée.